Salutiamo con tanta gioia, affetto e riconoscenza il cardinal Gianfranco Avec Ravasi. affection, reconnaissance, le cardinal Franco Ravasi, il est ici avec nous. Buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à tous. On va commencer cette session. Le conduttrici del pomeriggio. Je vais présenter les rapporteurs de l'après-midi. On a le président de cette session, professeur Consuelo Corradi de l'Université Libre Maria Assunta à Rome, et comme modérateur, le professeur Susi Zanardo de l'Université européenne de Rome. Bon après-midi à tous. Moi non plus, je veux saluer les nombreuses personnes qui sont online, qui sont en ligne, qui suivent de distance. Bon après-midi à tous, donc, les présents et ceux qui sont en ligne. La session de ce matin a été très profitable. On a eu des sessions très pratiques qui concernaient la rencontre avec les jeunes. Mais avec l'intervention du cardinal Ravasi, on va atteindre un niveau d'interprétation, de réflexion et peut-être des grands défis. Comme d'habitude, je suis très heureuse de pouvoir m'asseoir à côté du cardinal Ravasi. Je laisse la parole au professeur Ravasi qui va faire une petite introduction. Je vais vous saluer tous. Merci, professeur. Un salut pour tous et à ceux qui nous suivent de distance. Avant de présenter avec une grande joie, le cardinal va restructurer le programme de la journée de l'après-midi. On va voir maintenant une vidéo qu'on a déjà vue ce matin. Et sur la vie des jeunes, et puis on va suivre la relation du cardinal. Et après, tout de suite, on aura le débat avec les questions à adresser après. Et sa présentation, son éminence doit nous saluer à 5h30 parce qu'il doit aller autre part pour ses engagements. Donc, on aura des groupes de réflexion après pour tirer des résonances qu'on a eues, des témoignages et des relations qui sont provenus des 5 continents dans la session de ce matin. Et maintenant, je passe à la présentation. On dit souvent dans ces cas, il n'y a pas besoin de faire des présentations et cela signifie que la présentation est plus difficile et aussi émotionnante. Je vais dire seulement peu de choses. Il est le président du Conseil pontifical de la culture. Non, jusqu'à hier, il m'a corrigé. Il était donc chargé de cette tâche jusqu'à hier. Donc, je me corrige, mais le reste que je vais dire est indoutable. Il est intellectuel, très humain, un humaniste, un théologue, un expert, un bibliste et judaïste. Il est un étudiant, un rechercheur éclectique. Et sa production, aussi bien scientifique que divulgative, est sans limite, immense, avec des centaines d'articles, de volumes sur les sujets bibliques et littéraires aussi, et de dialogue avec les sciences. Ses travaux sont appréciés dans le monde entier pour l'envergure et la profondité de sa connaissance, de son savoir, pour la beauté de son écriture et pour l'horizon international interdisciplinaire. Il est membre d'une vingtaine d'académies italiennes et internationales. Il a reçu différents prix littéraires et civils, et plusieurs prix d'honneur et 25 diplômes honoris causa. Donc, je ne vais pas lire aucun titre parmi ceux que j'ai nommés parce qu'il faudrait des heures pour les
mentionnés tous. Donc, je vous adresse un remerciement très senti pour être avec nous. Je voudrais ajouter un petit élément qui me semble d'importance pour l'auditorium, pour les convenus qui est ici devant le cardinal et en présence en ligne, et surtout pour les femmes, parce que le cardinal Ravasi a travaillé beaucoup, au moins jusqu'à l'année 2012. J'ai fait des petites choses sur le siège de l'action du cardinal Ravasi pour élargir la présence des femmes dans l'Église catholique et pour donner un regard spécial que les femmes ont sur le monde, pour leur donner une voix spécifique. Dans ce rôle en particulier, le cardinal Ravasi a fondé, il a créé la consultation féminine du Conseil pontifical de la culture, qui a travaillé jusqu'à il y a peu de jours, comme on le disait. Donc, cet élément de la cure romaine a été une grande nouveauté et je suis persuadée que cela représentera un chemin qui va continuer même avec d'autres méthodes. Et je crois qu'il est important de le rappeler, même en tant qu'un grand innovateur. Il desiderio di essere contemporanei dei giovani ci spinge ad affrontare le trasformazioni attuali, interpretando i diversi volti della generazione di cui intendiamo prenderci cura. La chiamano Z, la generazione degli adolescenti di questi anni, cresciuti durante una recessione globale, la guerra, il terrorismo, le pandemie. Non conoscono confini tra realtà fisica e digitale. Vivono on life. Il digitale è un ambiente in cui passare tempo, incontrare persone, scambiare conoscenze ed esperienze, compiere scelte personali lasciandosi ispirare dagli influencer. Hanno bisogno di apparire unici. Ricercano il consenso attraverso punti di vista inediti e contenuti social popolari. Da questi dipende l'essere o meno accettati e l'appartenenza a un gruppo di amici. La curiosità è il motore per nuove esperienze. Esplorano il mondo e le culture senza preconcetti o limiti. Per crescere, formarsi, riflettere, lavorare. Ai canoni imposti preferiscono la diversità e l'inclusione. È stata definita come la generazione gender fluid. Quando parlano di sessualità, non amano identificarsi secondo gli schemi tradizionali. Solidali e sensibili al bene comune, sono sostenibili. Rispetto alle precedenti generazioni, sono più attenti all'ecologia, alle disuguaglianze sociali e agli impatti delle singole azioni sull'intera comunità. In famiglia, senza la necessaria confidenza, sono figli vulnerabili. Dialogano poco, distrattamente, di temi esistenziali e delle difficoltà psicologiche della loro età. La ricerca sul senso della vita la sperimentano con una fede disaggregata. Partecipano alle pratiche religiose come meglio credono, ma senza impegno formale o continuo. Desiderano una ricerca esperienziale, con riserve sull'idea di evangelizzazione tradizionale. La scuola resta sempre il presidio educativo più importante. Ma le emergenze globali di questi anni hanno reso l'apprendimento più difficile e aumentato i fenomeni di dispersione scolastica. Per il mercato del lavoro devono essere multitasking. Hanno fame di competenze digitali e filtrano contenuti in 8 secondi per decidere cosa rappresenti valore e interesse. Usano tecnologie moderne nella vita privata e si aspettano di farlo anche quando lavoreranno. Le sfide culturali che i giovani ci pongono sono complesse, trasversali, ma una risorsa per il futuro. Aprono a nuove possibilità e sfaccettature per comprendere l'umano. Educare richiede il coraggio di farsi compagni di viaggio, testimoni di speranza. È regalare orizzonti e non confini, come hanno fatto Don Bosco e Madre Mazzarello.
Je voudrais commencer moi-même en remerciant avant tout pour cet accueil si chaleureux et surtout pour la possibilité de me trouver devant un public féminin et pour les raisons que le professeur Corradi a rappelées. En effet, elle a été le coordonnateur, le président, le consultant de ce groupe pendant 2 différentes phases et elle a toujours représenté une présence importante de cette réalité que j'ai dirigée jusqu'à hier, parce que comme vous l'avez vu sur les journaux, mon successeur a été nommé et il aura la gestion de 2 dicastères qui ont été unis, la culture et l'éducation. Je suis arrivée, en effet, moi personnellement, à une ligne de frontière chronologique assez importante. J'ai 80 ans d'âge et donc dorénavant, j'espère de revenir à un passé qui me voyait engagée dans des études, dans la recherche, même avec mon engagement et mon travail dans plusieurs institutions. Je veux remercier aussi pour l'accueil, mais aussi pour un profil somptueux qui a été présenté par le professeur Zanardi sur ma personne. Il est vrai que mon itinéraire, mon expérience et les occasions dans le monde entier que j'ai eues a été de pouvoir rencontrer plusieurs personnes, plusieurs figures et plusieurs filles de Maria Auxiliatrice, et donc j'ai un lien particulier avec l'Université pontificale salesienne. Pour ce que j'ai à peine dit, c'est-à-dire à propos de la transition qu'on est en train d'expérimenter pendant ce jour, je vais avoir un meeting plus tard qui n'avait pas été prévu cet après-midi. Donc c'est pour le passage des dicastères. Mon successeur, il est jeune, il est un jeune prêtre portugais, je l'avais connu, il était venu me chercher quand j'étais arrivée à Rome en 2007 et il était venu chez moi, il lisait mes livres et donc de ce moment en avant, nous avons parcouru un chemin ensemble. J'ai contribué à faire ainsi que de portugais, il pourrait devenir un romain. Et depuis ce temps-là, il a resté ici à Rome et sa figure a conquéri, disons, un peu et a fasciné, a charmé Pape François. Donc, je suis véritablement heureux de pouvoir confier cet engagement. Mon engagement a duré pendant 15 années et donc je suis content qu'il va prendre mon poste. La réflexion que je vous propose est sans confins, immense, parce que le titre que j'ai reçu sur lequel travailler se base sur une image qui est très chère à Pape François dans le polyèdre des anthropologies. Cela signifie qu'il est difficile de tracer une map parce qu'un polyèdre dans sa nature est difficile à le limiter et il est difficile de définir les angles différents. Et en effet, on dit que la vérité est une seulement comme un polyèdre, comme une pierre précieuse. Et donc, il n'y en a pas une, mais elle a plusieurs faces. Et c'est seulement Dieu qui peut les voir toutes ensemble. Lorsque nous, on les voit une par une, le reste reste dans l'obscurité. Pour tracer cette map, j'ai pensé de tracer en simplification avant tout une prémisse et 2 grands cadres, de 2 grands moments de réflexion après. Et le deuxième sera le plus important. Ma prémisse sera que nous, en vous disant que
Donc, avant tout, le vidéo que nous avons vu était très suggestif dans la présentation de cette nouvelle génération qui est un changement continuel. Il s'agit d'un sujet qui m'a toujours intéressé, les cultures féminines, les cultures des jeunes, et j'ai créé aussi une consultation des jeunes. Le professeur Corradi était engagé aussi dans le Cortile dei Gentili. C'est une institution dans le Dicaster qui s'occupe de la dialogue entre les croyants et les non-croyants. Ce phénomène des croyants et des non-croyants se manifeste d'une manière subjective chez les jeunes générations. Je suis persuadée que les criticités sont véritablement nombreuses, mais il faut reconnaître que aussi les possibilités sont plusieurs et multiples. Je vais souligner sans doute les aspects critiques dans les contextes, et les aspects critiques nous engagent, mais les aspects positifs sont aussi plusieurs. Donc, notre attitude, la tentation ne doit pas être, et cela se passe souvent malheureusement, de critiquer le monde dans lequel on vit et dans lequel nous représentons une minorité, et les tentatives de nous retirer dans des champs protégés, dans une boule protégée. Et donc, c'est une tentation qu'il faut éviter. Et moi aussi, je le dis à moi-même, d'éviter cette tentation, et aussi de ne pas avoir une nostalgie envers un passé qui soit mythisé. Sans doute, l'époque dans laquelle nous vivons est très charmante, intéressante, pleine d'éléments, de défis et de ressources. La foi en soi-même a des grandes ressources, et les jeunes sont les portateurs véritables de ces ressources. Si l'on pense à la solidarité qu'ils vivent, ça nous le fait comprendre. Le volontariat à l'université, les activités en général, leur désir de liberté, le progrès au niveau général dans le domaine de la science, le progrès dans la défaite de plusieurs pathologies, et l'authenticité de ceux qui témoignent les valeurs ou leurs défauts. Donc, ma prémisse consiste à chercher de donner un regard positif et dialogique plutôt qu'un regard d'exorcisme, une approche d'exorcisme face aux problèmes. Donc, il s'agit d'un appel qui doit être adressé à l'Église, à la famille, à la société, à l'école et aux agents sociaux, culturels en général. Je vais commencer avec le premier cadre, qui est un peu la représentation de l'horizon en général dans lequel nous vivons, que nous voyons. Et je veux souligner sans doute moi-même des éléments négatifs qui ne peuvent stimuler notre engagement en tant que croyants, mais simplement en tant qu'opérateur culturel. Ce premier cadre aura un titre qui s'appelle « Changement de paradigme », même s'il s'agit d'une définition abusée et très employée. Et je voudrais nommer 4 points fondamentaux de simplification. Je ne vais pas aborder plusieurs sujets qui peuvent avoir un intérêt, sans doute. Pensons au multiculturalisme et à l'interculturalisme, qui ne sont tout à fait des synonymes, parce que le multiculturalisme est la juste opposition de l'interculturalisme. Donc, pensons à la globalisation, à la glocalisation, qui à présent est de plus en plus évidente. Le deuxième pôle, le souverainisme et ces sujets qui dominent notre attention. Et le polythéisme des valeurs éthiques et religieuses d'un côté,
Le syncrétisme aussi, mais de l'autre côté, on a aussi l'événement du fondamentalisme des expressions religieuses et culturelles. Donc, ces 4 points vont être nommés tout de suite et puis je vais les expliquer. Premièrement, l'anthropologie. Deuxième, la société. Tiers, la religion en sens extendu du terme. Le 4e point, qui sera en matière de réflexion pour vous tous, à propos duquel il y a une grande analyse en cours et qui est représentée par l'écologie, l'attention à l'environnement, Laudato Si, le soin de la création. Voyons avant tout quel est le premier aspect, l'anthropologie. Avant tout, je voudrais me déplacer sur le sujet en donnant un point de vue sur une expérience immédiate phénoménologique et spontanée. Et voilà qu'on se confronte avec des phénomènes qui sont différents l'un de l'autre. Le moi fragmenté, qui est lié au primat des émotions, à ce qui est plus immédiat, plus gratifiant. Pensons à un tas de plusieurs choses plutôt qu'à la quantité plutôt qu'à l'approfondissement des significations. Et pensons aussi à une société et aux familles aussi qui cherchent à satisfaire chez les jeunes et pour leurs fils leurs besoins, mais en éteignant leurs désirs. Le désir est un mot important qui provient du latin, un mot emblématique, desideribus, qui se réfère aux étoiles, aux astres, à l'infini. Et donc, elle laisse à côté les projets à plus grande envergure, pensant à l'équilibre, à la façon de laquelle les droits et les devoirs sont vécus dans ce sens. Et cette absence de désir, de grands désirs, va créer un manque de confiance dans l'avenir, la fatigue, un sentiment de frustration. Et encore, si l'on veut se déplacer vaguement sur les chemins du monde de l'anthropologie contemporaine. Dans l'anthropologie contemporaine, la vie actuelle est pleine de consommation, mais elle est aussi vide, avec aucune couleur et avec aucun fleurissement nouveau. Donc, d'un côté, nous avons le narcissisme, l'autoréférentialité. Si l'on pense aux selfies avec les téléphones mobiles, les écouteurs que les jeunes ont toujours, qui semblent quelque chose qui les protège du monde extérieur. Pensons aux troupeaux homologués, pensons à la discothèque qui est emblématique, qui représente une série d'unités qui sont coordonnées l'une entre l'autre, mais qui restent toujours isolées. Donc, pas entrelacés, isolés. Donc, en considérant ces phénomènes, il faut aussi considérer d'autres effets adverses. Le rejet, l'attitude antithétique, la proteste pour fin en soi, et le bullisme, la violence verbale, la violence iconique sur les écrans des social networks et les rechutes que ça porte avec l'abus de la toxicomanie en général. Et donc, il y a un phénomène à regard qu'il ne faut pas ignorer, qui est une problématique très complexe. Et sans doute, cela ne va pas effacer tout ce qui est positif sur la personne humaine. Pascal ne se trompait pas quand il disait que l'homme passe infiniment l'homme. Il y a toujours
quelque chose de plus élevé, même dans les moments de plus forte chute. Mais pour expliquer ces phénomènes, dans le passé aussi, il y avait cette situation, ces phénomènes en d'autres formes. Mais maintenant, il faut se confronter à notre situation, l'élément fondamental que je pose pour notre réflexion ensemble ici aujourd'hui. Et c'est un sujet que je pose à l'attention du cortile et des gentili, parmi les croyants et les non-croyants, comme j'ai fait le dernier samedi, qui est le suivant. Dans la culture contemporaine, on n'a plus une conception de nature humaine partagée. Dans le passé, c'était quelque chose de tranquille. Pensez seulement au fait que pendant des siècles, on a continué à vivre sur le principe thomistique aristotélique agito est. L'ontologie précède la déontologie. Donc, c'est une conséquence morale. L'objectivité, donc, se dissout dans une fluidité absolue. Pensez aussi à quand cette objectivité a été affectée par Kant, qui a posé l'importance du sujet. Tu dois, ce qu'il disait. Mais il disait aussi, à la fameuse finale de la critique de la raison pratique, le ciel étoilé sur moi, qui était une donnée objective extérieure, et la loi morale en moi, qui reconnaissait le fait que dans le sujet, il y avait toujours un élément objectif. Donc ça, actuellement, est difficile à le reconstruire parce qu'il s'agit d'un concept qui maintenant est très varié. Quelque chose de semblable se passe à propos du concept de vérité. Dans le monde classique, pendant des siècles, la vérité était une donnée qui nous précédait et qui nous excédait. Et le phénomène de Platon est emblématique. La fameuse course dans le plan de la vérité, sur l'esplanade de la vérité, on est sur un chariot, se trouver sur 2 chevaux et courir sur l'esplanade de la vie en découvrant des nouveaux panoramas, des nouvelles visions. Cela signifie que l'élément fondamental de la personne, selon cette conception, consiste dans la recherche de la vérité. Et pour demeurer sur Platon, une mémoire de mes passions en tant qu'étudiant du lycée de grec, j'ai espéré d'enseigner le grec aussi dans ma vie. Et dans l'apologie de Socrate, quel est le témoignage, ce qu'il nous laisse comme héritage, cette phrase emblématique, une vie sans recherche ne mérite pas d'être vécue. Donc, vous comprenez, la recherche de la vérité est fondamentale. C'est pour cela que la conception religieuse, Dieu est la vérité infinie, éternelle. Et nous en découvrons sans cesse des petits morceaux. Cette conception a été dominante pendant des siècles. Et maintenant, aujourd'hui à présent, comme vous le savez, pensez bien à l'excès extrême, même dans la nouvelle édition du dictionnaire Oxford en anglais, il y a le mot post-vérité, c'est-à-dire une contradiction, quelque chose de faux, mais qui, en tant qu'elle est répétée, devient une vérité. Donc, je ne veux pas me confronter sur l'aspect du fait que plusieurs penseurs des Américains, par exemple, ont présenté la vérité d'une manière particulière. C'est comme
c'est comme le tissu fait par un ragnon. Il y a deux éléments, les deux, mais il faut qu'ils ne se rencontrent en collision. Ils doivent travailler en harmonie. Et si le vent arrive et si la pluie arrive, qu'est-ce que le ragnon va faire? Il va tisser autre part et d'une manière différente. Donc, c'est une élaboration qui ne doit pas contraster l'autre, mais qui sont disparus à l'horizon. Donc, on se trouve loin des conceptions classiques de la vérité. Et tout cela, cette réflexion qu'il faut faire à propos de la nature humaine, trouve un de ces témoignages que je ne veux pas analyser en spécifique parce qu'il s'agit d'un sujet trop complexe. C'est le sujet très important qui est représenté par les théories du genre qui représente d'une manière expérimentale la solution d'une conception métaphysique et biologique essentialiste. Pour cela, le sexe était défini sur une structure de base, une structure donnée. C'était la vision essentialiste limitée qui n'est pas suffisante. La théorie du genre donne aussi une contribution positive parce que notre structure est élaborée par la culture aussi. L'affirmation très fameuse par Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, qui dit ainsi: on n'est pas comme femme, mais on devient une femme. Il y a quelque chose de vrai en cette affirmation. Là, ce n'est pas une question de physicité tout court, mais les équilibres maintenant se sont déplacés. Donc, ce chapitre sur les nouvelles anthropologies à écrire avec une nature humaine de base est véritablement difficile à approcher. Il y a quelques essais que les philosophes sont en train de faire à l'école personnaliste française qui analyse les concepts de relation, qui cherche de construire cette concept des relations. C'est quelque chose de difficile. Donc, je laisse à vous la réflexion parce qu'il y a beaucoup à penser à ce propos, non pas pour contester ce changement, parce qu'on peut y trouver une contribution. La maternité n'est pas une question physiologique tout court, seulement physiologique. Donc, mais passons au deuxième élément que je veux introduire et qui est représenté par la société. Donc, je vais donner seulement des titres parce que je ne peux pas aller dans l'analyse spécifique. Je vais vous donner seulement des idées de réflexion. Et je vais mentionner la phrase d'un philosophe français, Ricoeur, qui est protestant, mais je l'estime beaucoup. Paul Ricoeur a dit quelque chose de très, très intéressant. Nous vivons dans une époque pendant laquelle à la biolimie des moyens correspond l'atrophie des fins, l'anorexie des fins. C'est ce que je disais un peu auparavant. Il y a un nombre impressionnant d'outils technologiques, ce que la technologie et la science mettent à notre disposition, mais cependant, on est confronté avec un sentiment de vide en général. Et si je veux seulement mentionner certains sujets, le triomphe de la technocratie, un moyen
seulement par rapport à la science. La science est quelque chose de plus fort, le plus important. Il s'agit d'une vision qui va déconfiner sur des aspects philosophiques et religieux, comme l'avait fait Einstein, par exemple. Ou encore avec un autre exemple, le triomphe de la finance par rapport à l'économie. Il ne s'agit pas de synonymes. La finance est aveugle. Parfois, elle peut tuer des nations. L'économie, au contraire, du grec, il s'agit d'un mot grec, lege, homos, oekia, loikos, du monde, de la maison du monde. Donc, il faut tenir compte de la faim, de la misère, des crises climatiques, par exemple. Et un autre exemple de cette biolimie des moyens est la sexualité, le sexe. Iopon, ça représente un site de grande capacité commerciale d'un côté, mais de l'autre côté, la nourriture de l'eros et de l'amour, ces trois maillons qui sont mis ensemble quand on aime véritablement la sexualité, sans doute, est fondamentale, mais il s'agit d'un élément primordial, animal, que nous tous sentons, mais de l'autre côté, la créature humaine a la capacité de l'éros, qui est poésie, sentiment, fantaisie, couleur, chaleur. Et l'amour, qui est le sommet de tout. Et avoir les trois ensemble serait l'idéal. Mais malheureusement, l'accent se déplace sur le contact physique et pas idéaux non plus. Et malheureusement, pour les jeunes, ça se passe souvent. Et non pour manque de priorité, mais en dernier, je veux rappeler le fait que cette virtuelle est devenue que le réel, et le réel qui était auparavant le but de la communication. Et j'espère que la liturgie va préserver comme institution rigoureuse cet idéal, même à travers les instruments virtuels disponibles. Et troisièmement, avant d'atteindre la deuxième partie de ma présentation, concerne la religion, la morale et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit dans ce contexte? Bon, il y a plusieurs phénomènes qui se présentent, mais en particulier, il y a un phénomène avec deux aspects en ce qui me concerne, ce qui concerne mon attention, et qui représente la sécularisation, qui n'est pas la chrétienté, parce que le christianisme est séculaire. Notre fondateur n'était pas un prêtre. Il était un laïc, Jésus-Christ, selon la lettre Judée. À propos de Jésus, on ne dit pas qu'il était de la tribu de Jude et on ne dit rien de la tribu de Jude par rapport au sacerdoce, parce que si Jésus-Christ était aujourd'hui encore sur terre, il ne serait pas un prêtre. Il parle sans doute du sacerdoce hérédité biologique lorsque Christ va introduire cette dimension charismatique, intérieure et spirituelle. Donc, cette sécularité est fondamentale. L'Église, dans l'histoire des religions et dans la religion chrétienne surtout, elle a toujours été capable de la construire, donner à César ce qu'il est de César et donner à Dieu ce qui est de Dieu. Sur cette phrase, on a écrit d'entières bibliographies sur ce logo, sur cette affirmation de Christ, qui est la représentation de la distinction de la lutte contre les sécularismes exacerbés, les statolatries, mais aussi la hiérocratie, c'est-à-dire l'union entre le trône et l'altar n'est pas chrétien, même si souvent ça se mélange. Donc, ce phénomène positif de la sécularité, de l'autre côté, nous confronte avec la sécularisation. La sécularisation était bien représentée par Pope François, très bien, avec dans l'Evangelii Gaudium, quand il dit,
Et ici, nous voyons un autre aspect que je veux souligner, c'est la sécularisation et l'indifférence, qui n'est pas la négation totale tout court. Et il écrit, la première place est prise par ce qui est extérieur, immédiat, visible, vite, superficiel, provisoire, et lorsque le réel donne la place à l'apparence. Et encore, il tend à réduire la foi, l'Église, voilà la sécularisation au milieu privé et intime, avec la négation de chaque transcendance qui a produit une déformation éthique croissante, un affaiblissement du sentiment du péché personnel et social, et une progressive augmentation du relativisme en donnant lieu à une désorientation générale selon ces mots spécifiques. Et moi, personnellement, je veux souligner simplement que cette sécularisation qui a pris le pied dans la communauté et de l'Église a créé ce phénomène de l'indifférence. L'indifférence est formée par la superficialité, des bêtises, parfois vulgarité aussi. Et elle a aussi atteint la possibilité de toucher la véritable signification du conseil de Dieu. Moi, je dis souvent qu'on ne vit plus dans l'époque des grands athéismes. Considérez l'importance d'un écrivain, d'un penseur comme Marx, par exemple, avec une vision aussi stricte, souvent liée à l'illuminisme. Selon moi, on se trouve dans une situation d'apathéisme. Apathie et athéisme mis ensemble, couplés. Le professeur Issa Corradi connaît bien Charles Taylor, l'âge séculaire. Ce texte a été l'objet d'un dialogue entre nous dans le dicaster quand l'écrivain est venu à Rome et il a fait une boutade. Bon, aujourd'hui, si Jésus-Christ devait revenir et marcher dans les places pour prêcher, son destin serait que peut-être un gendarme l'approcherait pour lui demander ses documents. Je crois que ce serait la seule réaction. Je crois que peut-être il y a quelque chose de véritable en cette affirmation. Le reste sera le sujet de votre réflexion. Et dernièrement, je parlerai du soin de la création, une sensation qui a été alimentée par les jeunes générations qui se sont confrontées avec une politique indifférente ou égoïste et surtout une grande contribution qui a été fournie pour tous a été offerte par Pape François dans le document Laudato Si. Donc, le deuxième horizon, pour ainsi dire, cadre, qui est un peu la représentation de deux courants, cette anthropologie, cet horizon anthropologique dans lequel on est plongé. Et donc, je vais donc vous donner juste deux registres de cette situation, de ce deuxième représentation. Donc, ces deux registres ont fait l'objet de très longues réflexions. Et donc, j'aimerais aussi que même donc à travers votre compétence, j'espère qu'on aura la possibilité d'enrichir quelques-uns de ces sujets et en ajouter d'autres. Évidemment, j'essaye donc de donner des exemples et de simplifier en même temps. Donc, le premier registre, science et anthropologie.
Dans ce cadre, j'aimerais vous présenter 3 exemples concrets. D'abord, le monde de la génétique. Ce sont des domaines, moi je suis bibliste, hein, donc je viens d'un monde différent, de la philologie, mais j'étais tout à fait passionné, j'étais conquis pendant mon travail en tant que chef de dicaster de la culture. Donc la science, le côté scientifique m'a beaucoup intéressé et j'ai dû étudier ça. Donc tout d'abord la génétique est liée surtout à l'ADN et l'ADN a sa souplesse. Hein. Le fait c'est quelque chose de flexible, donc la découverte de l'ADN a été cruciale et sur la base de ça, on a commencé à travailler sur l'ADN lorsque il révélait des éléments négatifs et problématiques. On dit par exemple qu'il y a au moins, donc en fait c'est un peu la presse qui dit ça, il y a 500 pathologies sur les 6000 mieux classées qu'on peut soigner, traiter à travers cette ingénierie génétique qui fait partie de la médecine, mais, alors ça c'est le problème, disons, humaniste à mon avis, mais il y a aussi cette tentation de l'hubris. En fait, la tentation d'intervenir, d'agir en essayant de créer un nouveau modèle anthropologique, donc un nouveau phénotype, pour ainsi dire. Et donc, j'ai laissé donc un petit chapitre que je vous ai envoyé, un petit chapitre sur la question, il y a un petit chapitre sur la question post-transhumanisme qui est assez quelque chose de pas clair, hein, pas tout à fait clair, mais qui, disons, a engendré beaucoup de pensées. On pense au Faust de Goethe, donc le rêve de Faust, l'homunculus, c'est-à-dire le golem, c'est un rêve de la tradition juive. On a même écrit un roman. En juif, le mot golem se trouve une seule fois dans la Bible et dans le psaume 139, qui est un chant à la transcendance et à l'immanence de Dieu. Et à la fin de ce psaume, il y a donc la représentation du ventre de la femme et donc la présence de la vie qui va naître et fleurir. Et lui, le psalmiste, dit toi, Seigneur, tu voyais déjà mon golmi, mon golem. Golem veut dire quelque chose qu'on peut rouler, qui est enroulé. Et c'était peut-être une façon symbolique de représenter le fœtus. Et on dit, toi, déjà, védé à l'intérieur du ventre de la femme, moi, j'étais tissu et brodé dans les profondeurs de la mer terre. Et toi, tu voyais déjà comment j'étais, tu avais déjà la connaissance et la notion de toutes mes pensées, tout ce que cette créature aurait été après. Ça, c'est le principe de finalité. Donc, cet élément, la tentation de se remplacer au générateur, au créateur, par la création de ce golem. Alors, ça, c'est une hubris qui est bien présente, dans l'histoire, a toujours été présente au cours de l'histoire. Deuxième exemple, le neurosciences. Alors là, on est face à un élément, je me rappelle souvent, et je vous rappelle aussi, si on pourrait ouvrir, disons, notre tête, notre crâne, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelque chose de très petit, 130, 180 grammes, hein? Mais on a dit quelque chose de 80 à 180 neurones. Alors, il faut regarder un petit peu dessus, en dessus de nous. Donc, notre galaxie, ça fait plus ou moins 100 milliards d'étoiles.
Donc une petite galaxie, 5 milliards total. Nous, on est véritablement, les Grecs avaient bien raison lorsqu'ils disaient anthropos microscos cosmos, c'est-à-dire le cerveau est quelque chose de magnifique. Pensons par exemple que les accroches et les relations entre ces neurones s'appellent synapses. Donc, les synapses sont millions de milliards dans cette petite boîte crânienne. Voilà pourquoi je dis que la recherche scientifique et les neurosciences représentent un monde magnifique, impressionnant, et on n'est qu'au début. Et alors là, il y a le problème, il faut faire la distinction entre l'esprit et le cerveau. Les anciens disaient, il y a le cerveau qui est presque le grand instrument pour élaborer quelque chose qui va au-delà de ça, quelque chose qui est tout à fait spirituel, disaient les anciens. Maintenant, on a tendance à unir les deux, l'esprit et le cerveau. Donc le physicalisme électronique et électrique. Et alors là, si on accepte de prendre cette direction, disons le chemin du physique, du physicalisme, il faut penser aussi, on pourrait se poser bien des questions. La volonté, la conscience, la liberté, la responsabilité, les décisions, la pensée, l'art, la religion, et puis le moi, hein, c'est quoi ça? Ce sont des phénomènes qu'on pourrait dire, bon, ça c'est l'un des thèmes qui, disons, provoque aussi, disons, interpelle l'anthropologie, la philosophie et la théologie. Alors là, un dernier exemple que je voudrais bien vous donner, vous y attendez bien à cela. Donc, lorsqu'on parle d'anthropologie, il y a toujours la relation avec la science. Donc, il faut parler de l'intelligence artificielle, le grand chapitre qui ne cesse de croître, de se développer, qui est lui aussi à la base du post-transhumanisme avec toutes ses implications. Donc, ça, c'est un horizon magnifique, donc celui de la robotique, de l'intelligence artificielle. Pensons par exemple ce que ça a donné à la médecine, a offert à la médecine, et même donc parfois de manière problématique, mais donc de toute manière cette intelligence permet d'atteindre des résultats extraordinaires. Les opérations par exemple chirurgicales qui sont faites par un médecin qui est là et qui en même temps opère aux États-Unis, donc à travers ces systèmes informatiques très complexes. Pensons aussi au fait, et on pense, disons, aux puces pour favoriser la mémoire. L'œil bionique et les militaires sont bien avancés dans ce domaine pour pouvoir voir même la nuit. Mais de toute manière, pour la médecine, ça a été une grande contribution, et donc même pour la productivité. Donc l'intelligence artificielle est tout à fait importante pour les fonctions, pour la gestion, la technologie qui peuvent même usurer. Et donc la machine peut opérer de façon indépendante. Et puis il faut penser aussi au problème que cela cause du point de vue social dans le domaine du travail, si cette dimension de la productivité avec l'intelligence artificielle ne cesserait de croître. Mais le véritable problème philosophique, moral et théologique est donc celui de ce qu'on appelle la forte intelligence artificielle. Strong Artificial Intelligence, c'est-à-dire l'élaboration d'une machine, parce qu'évidemment, il s'agit toujours d'une machine qui est autoconsciente, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des choix sur la base d'un algorithme ouvert qu'on a introduit.
qu'on vient d'introduire. Et ça, c'est surprenant parce que, disons, alors pour, disons, apporter des éclairages, disons, ce phénomène qui est assez compliqué, et c'est déjà passé, par exemple, il est arrivé que donc il y avait 2 intelligences artificielles différentes qui avaient été équipées d'algorithmes ouverts, et du point de vue linguistique, donc ils avaient inventé une langue qu'ils parlaient entre eux, mais les opérateurs n'arrivaient pas à comprendre. Et donc, je voudrais même vous donner l'exemple un peu plus simple qui fait bien comprendre toutes les possibilités. Par exemple, les drones qui sont doués d'intelligence artificielle. Donc, les drones sont utilisés pour frapper le terrorisme. Il y a donc une carte précise des centrales terroristes dans un endroit circonscrit, par exemple le désert. Il y a ces centres terroristes, donc les drones les connaissent bien. Alors on l'envoie, le drone doit frapper un de ces centres en tenant compte de toutes les données qui sont là dans ces centres. À un moment donné, le drone choisit un de ces centres, il faut frapper un centre terroriste. Puis il y a donc tous les terroristes, donc ils sont sous une tente, et à un moment donné il y a une petite fille qui arrive tout au long de ce sentier, qui disons, avec des légumes, étant donné qu'il y a une tente, parce qu'elle voudrait vendre ces légumes. Alors la question, le drone, donc par exemple, un homme qui est en train de guider un avion pour lancer des missiles. Donc l'homme, face à ces drones, il pourrait donc il frappe quand même pour avoir des effets secondaires, mais qu'est-ce que la machine fera à ce moment-là, c'est-à-dire le drone? Donc cette comparaison un peu banale entre l'homme et le drone qui nous fait comprendre l'importance de cette thématique, à laquelle il faudrait réfléchir en pensant que la science ne cesse de progresser. Deuxième registre, et je vais vers mes conclusions que j'ai même un peu anticipées. Donc le deuxième, et je crois que c'est toujours bien connu, c'est l'anthropologie qui a beaucoup changé. Et moi, je suis témoin de ça parce que j'ai vécu, donc j'ai acquis une grande expérience, et ma génération est une génération, pour ainsi dire, archaïque par rapport à la présente. Alors là, il s'agit du problème de l'infosphère, la communication informatique. Nous, on sait très bien que cette infosphère, c'est un réseau qui entoure le globe et qui est en train de passer ici dans cette salle. On a le streaming, par exemple, c'est un des instruments très positifs, un instrument très positif de cette infosphère. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a 25 ans, lorsque le phénomène de l'informatique et de la communication informatique a commencé à se développer, on avait donc cette idée de base bien exprimée par Marshall McLuhan, qui disait, nous, grâce à cette nouvelle communication, nous avons créé de nouveaux prothèses. Et donc, nos organes se sont allongés, par exemple, par télé, ça veut dire distance, télévision, télescope, la possibilité de dépasser les limites et les frontières à travers donc la distance. Donc, télé, ça c'est tout à fait vrai. Mais maintenant, la situation est différente.
par rapport à il y a 25 ans. Ce n'est pas uniquement une prothèse, mais c'est tout l'environnement qui a changé, l'environnement où désormais un nouveau modèle anthropologique est en train de se développer au point qu'on a inventé l'expression disons, les enfants numériques qui sont différents par rapport à nous, qui sont des adultes numériques. Et donc, nous parlons comme les immigrants qui parlent notre langue d'une façon un peu imprécise. Et donc, par exemple, l'utilisation du portable pour les jeunes fait partie de leur être. Donc, le fait qu'ils passent 5 ou 6 heures par jour devant l'ordinateur pour chatter, pour converser, ça, c'est un nouveau modèle de communication. Il y a même donc la nécessité de soigner ce qu'on appelle les info-obèses. Et donc, on les appelle aussi les webétis, les bêtes de la toile. Donc, ce phénomène, évidemment, on peut pas. Une fois, on disait, mais moi, je ne veux pas de télé. Hein. Le portable, le téléphone, je ne l'utilise pas. Donc, ou bien je l'utilise très peu. Mais maintenant, on vit dans un environnement où on ne peut pas se passer de ça. Même l'Église, dans la communication, ne peut pas se passer de ces instruments. C'est le nouveau langage. À la base de ça, il ne faut jamais oublier ce que Christ a fait et ce que Paul a fait et ce que l'Église a fait au cours de siècles en changeant toujours son langage. Donc, Christ est le premier, je le dis souvent, en fait, c'est une boutade, je la répète à chaque fois. Et Christ est l'un de ceux qui a utilisé des tweets. Donc, les dictons évangéliques qui sont, disons, des phrases très importantes du point de vue historique et qui se réfèrent bien probablement à Jésus-Christ. Le Christ historique, ce sont des phrases essentielles. Avant, je disais, il faut donner à César ce qui est à César, il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le texte des évangiles en grec, il n'y a que 50 caractères, donc bien moins par rapport au tweet d'aujourd'hui. Et donc, il a utiliser même un peu la télévision, c'est-à-dire les paraboles, par exemple. Ce sont des récits visuels. Et en fait, les gens, aujourd'hui, on connaît déjà la fin de la parabole du bon samaritain, mais si on la lit à l'église, donc il fait davantage attention à cette parabole par rapport au texte de Saint Paul, qui sont beaucoup plus abstraits et théoriques, c'est-à-dire que le visuel prend le dessus. Et dans cette lumière de la communication de Christ, qui est tout à fait incisive, pensons à Paul qui avait compris qu'il fallait adopter, utiliser le grec avec un nouveau lexique, avec un message chrétien réélaboré. Et vous savez que Paul a utilisé des termes grecs dans une nouvelle acception, sa propre acception, et après adopte donc l'utilisation des moyens, par exemple, qu'on appelle les moyens spatiaux, c'est-à-dire qu'il utilise aussi, par exemple, le fait la forme aérienne ou routière. Donc, c'était toute une sensibilité par rapport au monde juif un peu renfermé dans l'oasis de Jérusalem. Et évidemment, cette infosphère pose bien des problèmes qui ont été étudiés d'un grand nombre de savants. Et justement, après avoir exalté sur la base de Christ, de Paul, etc., l'importance, le côté positif de ça, il faut même donc faire attention. Pensons à la multiplication des données, par exemple. L'incapacité de critique, par exemple, les garçons
les jeunes ont des milliers de possibilités de réponses. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc, la capacité, l'esprit critique qui, disons, parce que normalement, ces données sont assumées de façon acritique. Donc, il faut penser aussi à la standardisation, à disons, à travers ces nouveaux systèmes et même le thème dont je parlais tout à l'heure de la virtualité, le virtuel. Et surtout, donc, cette virtualité qui, en fait, est réelle pour les jeunes et qui en soi, vous pensons aussi à la perversion, à l'agressivité, disons, la pollution linguistique de ce virtuel, de ces sentiers virtuels. Moi, en tweet, je n'ai pas beaucoup de followers, de partisans. Ils sont presque 5 000. 110 000, hein, c'est incroyable. Hein. Mais je vois des réactions incroyables, des insultes hein, sur, disons, une petite chose très banale qu'on a dit, qu'on a exprimée. Et bon, le fait d'accepter ça aussi. Donc, on voit très bien, que cet endroit, donc c'est le lion des touches de l'ordinateur qui est utilisé aussi pour disons, cacher l'obscurité qui est dedans nous. J'ai terminé. Je voudrais donc conclure, étant donné que j'ai parlé de cette infosphère en tant que deuxième exemple disons, de la complexité de l'anthropologie qui est véritablement un polyèdre. Je ne sais pas si c'était Sœur Marcella qui m'a donné ce titre, le polyèdre des anthropologies. Mais enfin, je voudrais disons, vous rappeler du témoignage de quelqu'un de tout à fait spécial, Steve Jobs. On ne peut pas ne pas le mentionner. Il est mort en 2011. En 2005, il a tenu cette conférence à l'université de Harvard face à cette foule donc des étudiants qu'il adorait parce que donc il avait inventé Apple. Donc il a dit ça et je cite son texte. Il a dit quelque chose de significatif, surtout parce qu'il s'adressait aux jeunes, à ceux qui utilisent davantage ces moyens. Donc, je dis encore une fois qu'il faut avoir le réalisme de la critique, mais aussi l'optimisme de l'engagement. Donc, il a dit, je le cite, je vais traduire de l'anglais sa déclaration. La technologie, donc il parlait évidemment de l'informatique. La technologie ne suffit pas à elle-même. En fait, c'est le lien entre la technologie et les arts libéraux. Entre la science et l'humanisme, il faut faire attention, disons, à cette fin très américaine. Donc, le couple, le lien. C'est un ingénieur de la Renaissance qui avait parlé de ça. Leonardo, le lien entre la technologie et les arts libéraux, ce n'est que ce lien qui est capable de nous donner le résultat qui donc nous fait surgir un chant de notre cœur, c'est-à-dire ce qui nous fait être de véritables êtres humains. Merci.